Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'Actuel où nous allons parler des femmes et de la politique. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives vont-elles confirmer la percée de l'extrême droite européenne ? Le RN se présente en tout cas comme le champion des droits des femmes, provoquant la colère des autres partis. Léa Chamboncel est journaliste politique. Elle est aussi notre invitée pour son livre « Au revoir Simone », un essai de politique-fiction où une présidente fémo-nationaliste est élue. Et puis on se rendra en Espagne, à Barcelone, dont le dispositif de sécurité No Calem pour les populations vulnérables fait ses preuves dans le monde de la nuit depuis 2018. Le Rassemblement national a rarement été si près du pouvoir. Et pour rassurer l'électorat, Jordan Bardella, le président du RN, s'est adressé aux femmes pour dire tout ce que son parti a fait pour elles. Mais ces propos ont fait bondir la gauche et la majorité. C'est un reportage de Florence Gaillard et Juliette Fécard. Je veux m'adresser aujourd'hui à toutes les femmes de France. Un début de campagne destiné aux électrices. Fustigeant l'immigration et l'insécurité en France, Jordan Bardella va chercher le vote des femmes dans une vidéo diffusée sur tous les réseaux sociaux de son parti. L'égalité entre les femmes et les hommes, la liberté de s'habiller comme on l'entend, le droit fondamental à disposer de son corps sont des principes non négociables. Un message qui suscite de vives réactions. Dès sa diffusion, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol a tenu à rappeler le bilan du Rassemblement national en matière de droits des femmes. Aujourd'hui, ils essayent de faire croire qu'ils ne seraient pas hostiles à l'IVG, mais ils participent constamment à des réunions européennes qui se sont attaquées directement aux droits sexuels et reproductifs. Même son de cloche du côté du parti présidentiel. Marie-Pierre Rixain, ancienne présidente de la délégation aux droits des femmes, dénonce la vidéo de Jordan Bardella comme un tissu de mensonges. Nous sommes ici à Longjumeau face à la Maison des femmes. Quel financement demain ? Nous savons que les droits des femmes sont un totem pour l'extrême droite et que ce sont les droits prioritairement auxquels ils s'attaquent lorsqu'ils sont élus. La candidate appelle les électeurs à un sursaut pour ne pas mettre au pouvoir un parti qu'elle assimile à la violence et à la domination patriarcale. L'extrême droite au pouvoir, c'est l'idée développée par notre invitée Léa Chamboncel dans son dernier livre « Au revoir Simone », paru aux éditions Belfond, avec l'élection, dans un futur pas si lointain, d'une présidente fémo-nationaliste. Léa Chamboncel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique, vous êtes aussi la créatrice de Popol Média, un podcast notamment, qui porte un regard féministe sur la politique. Et dans ce livre, donc, vous avez commencé l'écriture il y a quelque temps. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez l'impression d'écrire une pure fiction, voire carrément de la science-fiction ? Est-ce que ça vous paraissait crédible ? Et quelle est votre réaction par rapport à l'actualité aujourd'hui ? Alors, je dois vous avouer que déjà, avant même les faits actuels et donc la dissolution de l'Assemblée nationale et la percée du RN aux européennes, il y a certains éléments qui m'ont un peu rattrapée dans ce livre. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai rendu donc le manuscrit en octobre 2023 en imaginant effectivement dans la première partie de l'ouvrage qui est dystopique, et je tiens à le souligner puisque la seconde partie est plutôt utopique, j'imagine effectivement l'accession au pouvoir d'une présidente fémo-nationaliste dont la principale mesure, basée sur le principe de préférence nationale, est de supprimer les aides sociales et les aides familiales pour les personnes étrangères. Et il se trouve que la réalité m'a rattrapée assez rapidement, puisqu'en février 2024, c'est un projet de loi qui a ancré ça et qui a proposé ça, qui a été finalement retoqué par le Conseil constitutionnel. Mais le principe même de la préférence nationale a été finalement débattu et adopté au sein de notre Assemblée nationale. Donc ça m'a dépassée. Et pas par un gouvernement d'extrême droite en plus. Et par ailleurs, pas par un gouvernement d'extrême droite en plus. Donc là, vraiment, ça a vraiment dépassé mes attentes et ce que je pouvais imaginer de pire. Effectivement. Vous parlez de cette présidente fémo-nationaliste, donc féministe et nationaliste, et vous la présentez comme une chose qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors pourquoi ? Alors,
Déjà, je voulais revenir sur le concept même de fémonationalisme, qui est un concept qui a été développé par Sarah Faris, qui est chercheuse et qui a notamment travaillé sur les extrêmes droites en Europe, et plus particulièrement aux Pays-Bas et en France. Ce que Sarah Faris démontre, c'est que en fait, le fémonationalisme est une instrumentalisation de la cause féministe et plus particulièrement des droits des femmes à des fins racistes et xénophobes. Elle montre par exemple comment il est souvent, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est très présent dans le discours du Rassemblement national, mais aussi qui a été très présent dans le discours de Reconquête avec Marion Maréchal pendant la campagne des élections européennes, qui dit que finalement il faut protéger les femmes des potentiels agresseurs qui, soi-disant, sont la majeure partie du temps étrangers. Ce qui est faux, puisqu'on sait, les statistiques nous le montrent, un travail qui est notamment mené par le ministère de l'Intérieur, les statistiques nous montrent, dans la majeure partie des cas, les femmes connaissent déjà leur agresseur, dans 9 cas sur 10. 9 cas sur 10, et puis on sait que ce sont des hommes et souvent jeunes, donc parfois ça regroupe effectivement les données de l'immigration, mais ça n'est pas directement lié à ça. Absolument pas, absolument pas. Et ça prouve même que ce n'est vraiment pas lié à ça. Donc il y a cette instrumentalisation des droits des femmes. Et la réalité, c'est que ce qu'on voit d'ailleurs, et ce n'est pas valable qu'en France, c'est valable aussi dans d'autres pays, je pense à l'Italie, où il y a effectivement cette instrumentalisation des droits des femmes. Giorgia Meloni a fait toute sa campagne sur le fait d'être une femme, d'être une mère, etc., pour par ailleurs ensuite restreindre concrètement et de manière technique le droit à l'avortement, ne pas accepter que ce soit inscrit dans la déclaration finale du G20. Bref, on voit comment finalement ce n'est que du discours et que la réalité est bien différente. Et il y a un autre élément aussi qui est assez intéressant, c'est qu'on a parfois tendance à oublier que la majeure partie des personnes en situation de précarité sont des femmes. Et lorsqu'on regarde de très près les politiques qui sont menées pour les personnes précaires par l'extrême droite, et je pense encore là à Giorgia Meloni, qui a supprimé l'équivalent du RSA en Italie. Alors qu'on sait que finalement, c'est plus de la moitié des personnes qui sont au RSA sont des femmes. Et c'est valable aussi en France. Donc, typiquement, le fait que le Rassemblement national s'oppose de manière quasi systématique à l'augmentation du SMIC à l'Assemblée nationale, c'est aussi la preuve que ce n'est pas leur priorité que de protéger les femmes. Vous développez dans le livre un certain nombre des mesures qu'adopte cette présidente fémonationaliste, la suppression du droit à l'IVG ou l'interdiction pour les femmes n'ayant pas eu au moins un enfant de travailler. Est-ce que ça vous paraît plausible, sachant qu'on est dans un mouvement général de backlash, de retour en arrière sur les droits des femmes? Ça vous paraît quelque chose qui pourrait arriver ? Hélas, oui. D'ailleurs, on peut regarder aussi de plus près les votes sur l'IVG dans la Constitution au moment du Congrès, comment les choses se sont déroulées. Si on regarde de plus près, on voit que le Rassemblement national est le parti qui s'est le plus abstenu ou qui a le plus voté contre cette inscription dans la Constitution. Donc si on a demain, admettons, une Assemblée nationale avec cette coloration politique qui est dominante, il n'est pas exclu que l'on se retrouve avec une restriction du droit à l'IVG, parce que je précise aussi que la réforme constitutionnelle est finalement une clarification sur la répartition des pouvoirs entre le législateur et le pouvoir exécutif. En l'occurrence, ce qui est inscrit dans la Constitution, c'est le fait que le législateur garantit les conditions dans lesquelles l'accès à l'IVG se fait. Donc ça renvoie à la loi. Donc rien n'empêche, très concrètement, techniquement dans la Constitution, à ce que l'on revienne par exemple sur le délai de 14 semaines et qu'on décide par exemple d'aller sur un délai plus court, etc. Donc on peut espérer bien entendu que le Conseil constitutionnel juge que dans l'esprit de la Constitution, ce serait anticonstitutionnel. Néanmoins, de manière très technique et légistique, rien ne l'empêche. Vous mentionnez aussi dans le livre la difficulté des mouvements féministes à s'organiser politiquement. Comment vous l'expliquez ? Alors, je l'explique par plusieurs choses. Alors, d'une part, ce qui est très important, c'est aussi de souligner que les femmes ont souvent été écartées du pouvoir politique, écartées du jeu et de la décision politique. Et de fait, ça a créé un manque de culture des questions politiques dans les milieux notamment féministes et de promotion des droits des femmes. Donc ça, c'est une première chose qui peut expliquer ce manque de politisation à certains égards, même si là, on voit qu'il y a un regain de
dépolitisation très très fort. Et moi, je trouve ça assez exceptionnel de voir comment les choses s'organisent depuis l'annonce de la dissolution. Et on voit aussi sur les réseaux sociaux les collectifs féministes qui s'organisent, une grande marche qui aura lieu dimanche. Donc il y a vraiment une réaction qui est très positive et assez structurée, avec cette volonté justement d'éduquer sur c'est quoi une dissolution, c'est quoi une cohabitation. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait autour de ça. C'est d'ailleurs ce qu'on fait aussi nous chez Popol Media. C'est un travail très fort d'éducation à la politique qu'on essaie de faire. Et il y a aussi un autre élément que j'ai identifié qui est un des freins en fait à la politisation du féminisme, c'est l'omniprésence du féminisme néolibéral, qui s'inscrit dans une logique d'émancipation individuelle et qui laisse de côté le projet d'émancipation collective qui s'inscrit plus particulièrement dans une logique de projet politique. Est-ce que vous diriez que le féminisme, c'est incompatible avec le pouvoir ? Est-ce qu'on peut vouloir renverser une oppression sans devenir soi-même oppresseur, en passant par la police, l'armée, le contrôle des médias, ce genre de choses ? Qu'est-ce que le pouvoir, après tout ? Le pouvoir, lorsqu'on regarde la définition même du pouvoir, j'ai entrepris un énorme travail de redéfinition aussi d'un certain nombre de termes, puisqu'on parle beaucoup de choses et parfois on les définit peu. Le pouvoir, lorsqu'on regarde sa définition propre, c'est avoir les moyens d'agir. À aucun moment, il y a cette logique d'imposer, de brutalité aussi et de domination. Donc en fait, là, ce que j'ai essayé de faire dans l'introduction notamment de l'ouvrage, c'est d'avoir une définition du féminisme en tant que projet politique. Et cette définition serait un projet politique, finalement, qui éradique toute forme de domination, d'exploitation et d'oppression, de sorte à ce que le pouvoir devienne à nouveau plus horizontale et qu'on sorte dans cette logique qui est une association quasi systématique de pouvoir et domination qui engendre des choses assez délétères, comme on le sait, et des logiques très verticales d'exercice du pouvoir. Donc sortir de ça, avec vraisemblablement aussi la mise en place de garde-fous qui permettraient de clarifier les compétences, de faire en sorte qu'elles circulent entre les personnes d'une même organisation, que ce soit pas toujours la même personne qui soit en charge de la même chose, pour faire fluidifier aussi le travail et avoir une façon plus collective d'exercer le pouvoir et aussi d'imaginer comment vivre ensemble. Merci beaucoup Léa Chamboncel et on peut se reporter à votre ouvrage. Au revoir Simone, c'est aux éditions Belfond. Merci. Tout est politique, dit l'adage, y compris la sécurité des personnes. À Barcelone, capitale espagnole de la fête, le monde de la nuit se mobilise contre les violences sexuelles avec No Calem. Le dispositif permet de protéger les populations les plus vulnérables. Il a notamment joué un rôle clé en 2022 dans l'arrestation du footballeur brésilien Dani Alves, condamné pour viol en première instance. Le reportage sur place d'Armel Exposito et Clara Lenagar. 23h, les boîtes de nuit de Barcelone ouvrent leurs portes. Aux côtés des milliers de fêtards, les agents de cette unité pionnière. Chaque soir, ils surveillent les quartiers les plus animés pour lutter contre les agressions sexuelles. Vous êtes en vacances ? Oui, on vient de Toulouse. Comment vous sentez-vous ? Vous n'avez pas eu de problème ? Cette patrouille, composée de 16 agents, rassure les jeunes femmes. En tant que femme, nous courons beaucoup plus de risques que les hommes. Le fait qu'il y ait la police me permet de me sentir plus protégée. S'il t'arrive quelque chose, tu peux aller directement voir les agents. Ce service spécialisé fait partie d'un protocole unique en Europe, mis en place en 2018 par la ville de Barcelone. Il rassemble près de 40 établissements nocturnes, dont la plus grande boîte de nuit de la ville. La salle 2 est juste en haut des escaliers. José Manuel est l'un des 35 vigiles formés pour détecter les situations à risque. Je suis attentif aux groupes de femmes qui peuvent être dérangées par des groupes d'hommes, mais aussi aux femmes seules. Si elles sont ivres, c'est un vrai signal d'alarme, car elles sont vulnérables. En cas de plainte, ce psychologue, employé par la discothèque, recueille le témoignage des victimes. Pendant ce temps, les vigiles tentent d'arrêter l'agresseur. C'est ici que nous prenons en charge les victimes. Elles s'assoient là. Nous leur donnons un soutien émotionnel et les ressources nécessaires pour qu'elles puissent agir. En 2023, la police de Barcelone a réussi à identifier plus de 80% des auteurs d'agressions sexuelles. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur France 24.
Est-ce que vous diriez que le féminisme, c'est incompatible avec le pouvoir? Est-ce qu'on peut vouloir renverser une oppression sans devenir soi-même oppresseur, en passant par la police, l'armée, le contrôle des médias, ce genre de choses? Alors ça, c'est un aspect assez intéressant justement à aborder et à explorer. C'est quelque chose que je fais beaucoup dans l'ouvrage précisément. C'est qu'est-ce que le pouvoir, après tout? Le pouvoir, lorsqu'on regarde la définition même du pouvoir, j'ai entrepris un énorme travail de redéfinition aussi d'un certain nombre de termes, puisqu'on parle beaucoup de choses et parfois on les définit peu. Le pouvoir, lorsqu'on regarde sa définition propre, c'est avoir les moyens d'agir. À aucun moment, il y a cette logique d'imposer, de brutalité aussi et de domination. Donc en fait, là, ce que j'ai essayé de faire dans l'introduction notamment de l'ouvrage, c'est d'avoir une définition du féminisme en tant que projet politique. Et cette définition serait un projet politique finalement qui éradique toute forme de domination, d'exploitation et d'oppression, de sorte à ce que le pouvoir devienne à nouveau plus horizontale et qu'on sorte dans cette logique qui est une association quasi systématique de pouvoir et domination qui engendre des choses assez délétères, comme on le sait, et des logiques très verticales d'exercice du pouvoir. Donc sortir de ça, avec vraisemblablement aussi la mise en place de garde-fous qui permettraient, j'imagine, tout un tas de mécanismes, comme le fait de clarifier les compétences, de faire en sorte qu'elles circulent entre les personnes d'une même organisation, que ce soit pas toujours la même personne qui soit en charge de la même chose, pour faire fluidifier aussi le travail et avoir une façon plus collective d'exercer le pouvoir et aussi d'imaginer comment vivre ensemble. Merci beaucoup Léa Chamboncel et on peut se reporter à votre ouvrage. Au revoir Simone, c'est aux éditions Belfond. Merci. Tout est politique, dit l'adage, y compris la sécurité des personnes. À Barcelone, capitale espagnole de la fête, le monde de la nuit se mobilise contre les violences sexuelles avec No Calem. Le dispositif permet de protéger les populations les plus vulnérables. Il a notamment joué un rôle clé en 2022 dans l'arrestation du footballeur brésilien Dani Alves, condamné pour viol en première instance. Le reportage sur place d'Armel Exposito et Clara Lenagar. 23h, les boîtes de nuit de Barcelone ouvrent leurs portes. Aux côtés des milliers de fêtards, les agents de cette unité pionnière. Chaque soir, ils surveillent les quartiers les plus animés pour lutter contre les agressions sexuelles. Vous êtes en vacances? Oui, on vient de Toulouse. Comment vous sentez-vous? Vous n'avez pas eu de problème? Des petites réflexions. Cette patrouille, composée de 16 agents, rassure les jeunes femmes. En tant que femme, nous courons beaucoup plus de risques que les hommes. Le fait qu'il y ait la police me permet de me sentir plus protégée. S'il t'arrive quelque chose, tu peux aller directement voir les agents. Ce service spécialisé fait partie d'un protocole unique en Europe, mis en place en 2018 par la ville de Barcelone. Il rassemble près de 40 établissements nocturnes, dont la plus grande boîte de nuit de la ville. La salle 2 est juste en haut des escaliers. José Manuel est l'un des 35 vigiles formés pour détecter les situations à risque. Je suis attentif aux groupes de femmes qui peuvent être dérangées par des groupes d'hommes, mais aussi aux femmes seules. Si elles sont ivres, c'est un vrai signal d'alarme, car elles sont vulnérables. En cas de plainte, ce psychologue, employé par la discothèque, recueille le témoignage des victimes. Pendant ce temps, les vigiles tentent d'arrêter l'agresseur. C'est ici que nous prenons en charge les victimes. Elles s'assoient là. Nous leur donnons un soutien émotionnel et les ressources nécessaires pour qu'elles puissent agir. En 2023, la police de Barcelone a réussi à identifier plus de 80% des auteurs d'agressions sexuelles. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur France 24.